C'est une étude qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours. L'utilisation quotidienne et systématique de ChatGPT nous diminuerait cognitivement. Le cerveau est une machine à oublier et pas à acquérir. The percentage of intelligence that is biological will be less than 1%. Déjà posé une question à ChatGPT, reçu une réponse claire, bien tournée, et tu t'es dit que c'était exactement ce que tu aurais voulu dire, mais en encore mieux. J'imagine que oui, car ça m'arrive aussi tous les jours, et pourtant, c'est là que le piège commence. Ce piège est insidieux, car sans t'en rendre compte, tu perds quelque chose de banal en apparence, mais qui fait de toi un humain, pensé par toi-même. ChatGPT ne nous aide pas à réfléchir. Il nous offre la sensation d'être plus intelligent, alors que c'est tout ce qui nous affaiblit. Ce que l'on ressent à cet instant précis, c'est pas une montée de lucidité, c'est une décharge de dopamine. Une petite récompense chimique que notre cerveau associe à la sensation d'avoir été actif, alors qu'on n'a fait qu'être passif. ChatGPT ne t'aide pas à réfléchir, il te donne la sensation d'avoir déjà réfléchi. Il t'offre une version polie, fluide et rassurante de ce que tu voulais entendre. Et ton cerveau, il adore ça. Pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est facile. Quand on utilise ChatGPT pour la première fois, on le fait souvent pour aller plus vite. On veut écrire un email, clarifier une idée ou formuler un concept. On pose une question et quelques secondes plus tard, on obtient une réponse bien structurée, bien formulée, prête à l'emploi. Ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est du soulagement. Pas parce que la réponse est géniale, mais parce que notre cerveau vient d'éviter un effort. Et ça, il adore. Comme l'a très bien montré Daniel Kahneman, notre cerveau cherche à économiser son énergie dès qu'il le peut. Il active ce qu'on appelle le système 1, le mode rapide, automatique et intuitif. Celui qui nous fait prendre une décision sans creuser plus loin. Et surtout, il évite autant que possible le système 2, celui qui doute, qui rame un peu, qui demande de se concentrer et qui consomme beaucoup d'énergie. Quand ChatGPT nous répond, il parle directement à notre système 1. Sa réponse est propre, bien formulée et sonne vraie. Et comme elle ne demande aucun effort pour être comprise, on l'accepte pas forcément parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle est facile à digérer. Imaginons que toi et moi, on soit étudiants en philo et qu'on demande à ChatGPT de nous résumer Kant en une seule phrase. Voici sa réponse. Agis uniquement selon une maxime que tu pourrais vouloir voir devenir une loi universelle. C'est propre, c'est clair, ça sonne intelligent. Notre cerveau nous souffle qu'on a compris Kant alors qu'on l'a même pas lu. Alors que lire Kant, c'est buter sur ses phrases, se perdre dans la complexité, sentir qu'on avance à l'aveugle. C'est passer par la confusion, la tension, les détours. Alors c'est pas très confortable, je te l'accorde, mais c'est là que la pensée se construit. Avec une formule bien tournée, on croit avoir saisi l'essentiel. Une illusion naît, celle de maîtriser ce que l'on n'a pas exploré. C'est comme si un TikTok sur la physique quantique nous donnait l'impression d'en être expert. À force de raccourcis brillants, on confond réception et réflexion. Et ce qu'on gagne en clarté, on le perd souvent en profondeur. Mais on pense pas vraiment, on répète. Et c'est là que le piège s'installe en douceur. Comme tout bon dealer, ChatGPT ne nous force jamais. Il nous donne exactement ce qu'on lui demande, avec politesse et clarté, mais surtout avec cette petite illusion de contrôle. Tout est fluide, net et rassurant. Et sans s'en rendre compte, on glisse dans une logique invisible. Poser une question vague, recevoir une question brillante sans le moindre effort. Cette mécanique, au début anodine, devient vite un réflexe. Et comme tout réflexe, il finit par court-circuiter notre esprit critique et notre capacité à penser par nous-mêmes. Et c'est vrai, on a souvent l'impression que ChatGPT nous aide à penser. Mais ce qu'il fait en réalité, c'est de nous soulager de l'effort de penser par nous-mêmes. Il ne remet jamais en question nos idées, ne provoque aucun frottement et ne cherche pas à nous confronter à nos contradictions. Il suit notre raisonnement, même s'il est flou, et nous en livre une version plus claire, plus propre et plus séduisante. Et forcément, on confond cette clarté avec une forme de réflexion. On pense qu'on a avancé, mais ce qu'on a fait en vérité, c'est déléguer. Prenons une situation qu'on a quasiment tous connue. On doit écrire un message délicat. On tourne autour, on écrit une première version bancale, on l'efface, on n'est pas vraiment sûr de nous. Alors on ouvre ChatGPT, on tape notre idée, même complètement floue, et on lui demande de reformuler. Et quelques secondes plus tard, on reçoit une version claire, fluide et complètement poli. La tournure est parfaite, le ton est maîtrisé et tout semble tomber juste. Pas parce qu'on est convaincu qu'elle exprime exactement ce qu'on voulait dire, mais parce qu'elle paraît mieux que ce qu'on aurait su écrire nous-mêmes. Ce réflexe est devenu une habitude. On adopte la réponse parce qu'elle est bien formulée, pas parce qu'on l'a vraiment validée. On se demande plus si elle reflète exactement ce qu'on pense. On ne cherche pas à l'ajuster, à la réécrire à notre manière, à la mettre à l'épreuve. On l'accepte parce qu'elle sonne juste. Et cette acceptation, c'est pas un choix conscient. C'est une réponse naturelle
naturel à ce que notre cerveau aime par-dessus tout, la fluidité. Ce type de glissement est très difficile à repérer. On croit avoir été stratège, mais on a simplement déroulé un raisonnement qui nous a évité de réfléchir. Cette confusion repose sur un biais bien connu en neurosciences, le biais de fluidité cognitive. Plus une information est facile à comprendre, plus elle nous paraît crédible. Et ce même si elle est approximative, même si elle est hors sujet. Notre cerveau préfère ce qui est limpide à ce qui est juste. Et c'est exactement ce que l'IA produit. On ne se rend pas compte que cette limpidité en excès devient un piège. Elle ne nous aide pas à penser, elle nous aide à accepter. Et cette acceptation sans friction est exactement ce que notre cerveau recherche quand il veut aller vite. Cette recherche de facilité ne s'arrête pas au confort intellectuel. Ce qu'on ressent au contact de l'IA, ce n'est pas seulement une impression mentale, c'est une réaction biologique. À chaque fois qu'on interagit avec ChatGPT, notre cerveau libère une petite dose de dopamine. Alors pas un pic violent, mais une stimulation légère et régulière. Cette micro-récompense crée une sensation de satisfaction immédiate. Et c'est justement cette sensation qui nous pousse à recommencer. Le cerveau ne fait pas la différence entre une réponse brillante et une réponse simplement agréable. Il associe le moment où tout semble clair avec une forme de réussite. Et cette sensation devient rapidement un automatisme. Chaque interaction suit une structure très simple. On pose une question, on obtient une réponse bien formulée, on ressent un soulagement. Cette boucle est connue depuis longtemps en psychologie comportementale. Elle porte le nom de renforcement intermittent. Ce mécanisme a été largement étudié dans les années 50 par Skinner. Plus une réponse est facile d'accès sans être parfaite, plus elle crée de dépendance. Et c'est exactement ce que propose l'IA. Tu ne sais pas toujours si la réponse sera géniale, mais tu sais qu'elle sera correcte, bien écrite et compréhensible. Et cette certitude de confort anticipé suffit pour te faire revenir. Petit à petit, on ne revient plus vers ChatGPT pour explorer une idée, on y revient pour retrouver cette petite sensation agréable. Pas pour penser, mais pour ressentir. Et cette nuance, en apparence minime, change profondément notre manière de réfléchir. C'est plus nous qui construisons, c'est la machine qui déroule. Et nous, on devient dépendant. Non pas à l'information, mais à la manière dont elle est servie. Alors ce qu'on perd en route, c'est pas la réponse elle-même. C'est tout ce qu'il fallait traverser pour y arriver. Les hésitations, les détours, les réajustements, les moments où rien ne semble clair. C'est dans cet inconfort que la pensée se construit lentement. Mais aujourd'hui, on reste de moins en moins longtemps dans cet inconfort. On cherche à formuler plus vite, à clarifier tout de suite, à éviter le moment où l'idée est encore floue. Et pourtant, c'est justement là que l'apprentissage commence. Les neurosciences cognitives l'ont montré. Pour qu'une pensée s'ancre, le cerveau a besoin d'un certain niveau de tension. Pas d'un blocage total, mais d'un déséquilibre suffisant pour activer les circuits profonds. Quand tout est trop fluide, plus rien n'accroche. Les informations passent, mais ne laissent aucune trace. On comprend sans intégrer. Et à force, on perd la structure même de notre raisonnement. Penser, ce n'est pas simplement enchaîner des idées claires, c'est choisir une direction, c'est explorer une piste, c'est suspendre un jugement et accepter de ne pas savoir. Et c'est ce processus lent, difficile parfois, qui donne à nos idées toute leur épaisseur. L'IA nous évite ce processus. Elle nous livre une réponse déjà formulée et déjà propre. Mais en épargnant l'effort, elle nous prive aussi de l'essentiel, la maturation intérieure. Alors attention à pas voir notre cerveau comme un créatif ou un philosophe. Notre cerveau, c'est plutôt un gestionnaire, un optimiseur de ressources. Chaque jour, il dispose d'un niveau limité d'énergie. Et son énergie, c'est pas de produire les idées les plus brillantes, c'est d'obtenir un résultat correct en dépensant le moins d'énergie possible. Quand on demande une réponse à l'IA, on délègue une partie du traitement mental. On évite un effort, même minime. Et notre cerveau, lui, il enregistre cette info. Cette tâche est désormais prise en charge ailleurs. C'est ce que les chercheurs appellent l'externalisation cognitive. Chaque fois qu'on transfère une activité mentale à un outil, notre cerveau arrête peu à peu de l'exécuter lui-même. Et comme toute compétence non mobilisée, elle s'atrophie. L'exemple est simple mais révélateur. Avant, on retenait naturellement les numéros de téléphone des gens qu'on appelait souvent. Aujourd'hui, ils sont tous dans nos répertoires et si on nous enlève notre téléphone, on est incapable d'en réciter un seul. Ce mécanisme ne se limite pas à la mémoire, il s'applique aussi à la réflexion. Plus on externalise la formulation d'une idée, plus on oublie comment la construire. Le raisonnement ne débarque plus dans notre tête, il démarre dans un prompt. On passe de la question au résultat sans traverser le cœur du problème. Entre les deux, il y avait pourtant ce que Kahneman appelle l'élaboration lente d'un jugement. Ce temps flou, inconfortable, mais essentiel. Et ce temps-là, on l'abandonne parce qu'on a trouvé plus rapide. Mais à force d'aller vite et d'économiser de l'énergie, on perd ce que notre cerveau produit de plus rare. Une idée qui vient de nous, qui se nourrit avec nos contradictions, nos tensions, nos doutes et notre histoire. Et ce phénomène, il n'est pas individuel, il est systémique. Ce n'est pas un cerveau qui s'endort, c'est une génération entière qui pense avoir compris,
avant même d'avoir cherché. Et au lieu d'aller dans une bibliothèque et ouvrir 10 bouquins sur un sujet spécialisé, d'auteurs différents qui viennent peut-être de pays différents avec des manières de réfléchir différemment, on va aller sur YouTube, on va regarder 10 vidéos de vulgarisation qui auront à peu près la même structure, la même façon d'expliquer et les mêmes angles d'attaque. Et pour cause, elles sont toutes passées par le même moule algorithmique. Pas seulement celui des réseaux sociaux, mais celui des prompts IA. Prends ton chat GPT et demande-lui de te faire un post viral sur n'importe quel sujet. On parie qu'il va te faire une punchline au début, une anecdote au milieu et un call to action à la fin. Et si tu changes de sujet, tu changes de secteur, tu obtiendras la même structure et d'un coup, tout devient cohérent. Mais surtout, tout devient interchangeable. Et à l'échelle d'une entreprise, d'un écosystème, d'un secteur économique entier, la conséquence est terrible. On standardise la pensée. Les biais de confirmation, déjà omniprésents dans nos quotidiens, sont maintenant renforcés par des modèles qui veulent plaire, qui veulent faire court et qui veulent faire simple. On ne cherche plus à comprendre ce qui dérange, on cherche à valider ce qui rassure. Mais ce miroir, comme celui des réseaux sociaux, ne nous montre que ce qu'on veut déjà croire. Et à force de ne voir que des versions polies de nos intuitions, on finit par s'enfermer dans une bulle de certitude. Une bulle lisse, séduisante, mais étouffante. On croit souvent que ce qui fait notre intelligence, c'est notre capacité à comprendre. Mais en réalité, c'est notre mémoire. La mémoire n'est pas une base de données, mais un système actif en perpétuel remodelage. Chaque fois qu'on se souvient de quelque chose, on ne récupère pas une image figée comme un fichier enregistré sur un disque dur, mais on le reconstruit à partir de fragments. On la réinterprète avec notre regard du présent et on l'actualise sans même s'en rendre compte. Ce souvenir-là n'est donc jamais exactement le même qu'au moment où on l'a vécu. Alors si je te demande de te souvenir de ta première fois par exemple, là maintenant dans ta tête, tu vas reconstruire le moment, essayer de te souvenir de certains détails. Et si on se revoit dans 3 ans et que je te pose la même question, peut-être que certains détails auront disparu et que d'autres seront apparus. En neurosciences, on dit que pour qu'une information soit retenue, elle doit passer par 3 étapes. La première, c'est l'encodage, le moment où ton cerveau enregistre l'info. La deuxième, c'est la consolidation, le moment où il la stabilise pendant des périodes de repos, surtout pendant le sommeil. Et la troisième, c'est la récupération. Le moment où tu vas la réactiver plus tard pour la réutiliser. Mais voilà le piège. Quand ChatGPT te donne une réponse instantanée, ton cerveau n'a même pas le temps de l'encoder. Il ne fournit aucun véritable effort de compréhension et ne va pas relier cette réponse à ce que tu sais déjà. Et comme rien ne l'a obligé à travailler, il n'en garde rien. Tu crois que tu as appris un truc, mais 10 minutes plus tard, c'est déjà dissous parce qu'il n'y a aucune trace émotionnelle. La mémoire n'est pas logique, elle est émotionnelle. C'est la charge affective que tu vis qui permet d'ancrer les moments. On se souvient d'un silence gênant, d'une erreur humiliante ou d'un moment de doute. On se souvient aussi de nos révisions de bac où on devait se replonger dans plusieurs pages de contenu pour trouver une réponse dans des écrits à la limite du lisible. On s'en souvient car on y a mis de l'énergie, on y a mis de l'émotion. Alors qu'avec ChatGPT, tout est fluide, lisse et parfaitement formulé. Le cerveau n'a aucune raison de s'en souvenir. Tu ne l'as pas vécu, tu l'as juste consommé. Alors à force de tout déléguer à l'IA, tu ne stockes plus rien. Tu t'appuies sur un disque dur externe. Tu ne ressens plus le conflit cognitif. Tu copies, tu passes à autre chose et ton cerveau oublie. Mais si la mémoire disparaît, ce n'est pas juste l'apprentissage qui s'arrête. C'est notre capacité de décision elle-même. Parce que toute décision s'appuie sur des souvenirs intégrés, des expériences passées, des modèles construits dans la durée. Pas de mémoire égale pas de repère. Pas de mémoire égale pas d'intuition. Pas de mémoire égale pas de choix libre. Seulement des réflexes et des réponses dictées par ce qui semble juste dans l'instant, mais déconnecté de tout contexte profond. Et c'est là que l'illusion devient tragique. On croit que l'IA nous rend plus rapides, plus intelligents. En réalité, elle nous ampute d'une partie de notre système décisionnel. Elle nous offre la bonne réponse en court-circuitant le seul processus qui aurait permis de devenir capable de la produire nous-mêmes. Et ce qu'on perd, c'est invisible. On ne remarque pas qu'on n'a plus de mémoire parce qu'on n'a plus besoin de l'utiliser. Mais un jour, on tombera sur un choix qui ne se résout pas avec un prompt. Le genre de choix qui demande un passé digéré, des souvenirs qu'on a dû recoller nous-mêmes. Et ce jour-là, on sera là, figé, avec cette sensation étrange d'avoir tous les outils, mais plus aucun repère. Pas parce qu'on est incapable, mais parce qu'à force de déléguer le chemin, on a oublié comment y marcher seul. Alors comment on fait? On oublie l'IA et on retourne à l'âge de pierre? Pas vraiment. Par contre, si on veut avancer, il faut l'utiliser différemment. Il faut plus lui demander de penser pour nous, mais plutôt de nous contredire. Quand tu as une idée, écris-la d'abord toi-même. Puis demande à ChatGPT pourquoi est-ce que j'aurais tort. Demande-lui de trouver les failles, les contre-arguments, les conséquences inattendues. Tu veux écrire un post LinkedIn? Commence seul et demande-lui de te dire pourquoi il peut être nul. Tu veux formuler une proposition de valeur? Ne demande pas un modèle. Demande-lui de la tester contre des objections concrètes. Fais-en un adversaire.
pas un assistant. Et surtout, réentraîne ton cerveau à tolérer l'inconfort. Lis des choses que tu ne comprends pas tout de suite. Formule des idées qui ne sont pas parfaitement claires. Accepte le flou, le silence, le moment où tu ne sais pas encore quoi dire. Parce que c'est là que la pensée existe. ChatGPT n'est pas une drogue dure, c'est une drogue douce, silencieuse et invisible. Elle ne nous attaque pas, elle nous endort. On croit réfléchir alors qu'on consomme. On croit progresser alors qu'on répète. Et pendant que l'on sourit face à la réponse parfaite, notre cerveau, lui, se ramollit. Parce qu'il n'est plus concerné. C'est exactement comme ça qu'agissent les drogues les plus dangereuses. Elles ne te résistent pas, elles te donnent ce que tu veux, au moment où tu le veux. Pas pour t'élever, mais pour t'anesthésier. Alors si tu veux recommencer à penser par toi-même, réapprends à souffrir un petit peu. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si tu es d'accord ou pas avec moi et partage cette vidéo à tes potes si tu trouves qu'ils utilisent trop ChatGPT comme leur assistant. C'était Sébastien Tortue.